c'est-à-dire principalement représenter un système sous forme de fonction de transfert. Quelles sont les hypothèses que vous avez toujours faites? On va les rappeler ici, mais vous les avez déjà décrites. Quelles sont les hypothèses que vous avez souvent faites, quasiment tout le temps, en régulation, quand vous avez travaillé sur un système, que ce soit pour le écrire, le modéliser ou le réguler, vous avez dit on va faire une hypothèse fondamentale. On a stabilité. Vous avez supposé que le système était linéaire et invariant dans le temps. Or, on sait très bien qu'aucun système physique n'est ni linéaire ni invariant dans le temps. Mais cette hypothèse est la plupart du temps assez réaliste, sauf qu'on l'apprenne, parce qu'elle simplifie énormément les choses. C'est par exemple une des conditions pour pouvoir utiliser la transformée de la place. Or, vous avez vu que c'était un outil absolument magnifique pour simplifier l'analyse et le contrôle des systèmes, mais en insistant là-dessus, linéaire. Si on perd la propriété linéaire des systèmes, on perd la transformée de la place, on perd toutes les études de stabilité et les études dynamiques que vous avez connues. Donc vous avez l'équivalent en non linéaire, les automaticiens le feront dans quelques mois, mais c'est beaucoup plus lourd et surtout beaucoup moins général. Une étude de système dynamique linéaire, il n'y en a qu'une, les propriétés linéaires. Il n'y a pas plusieurs différences, il n'y a pas différentes nuances à faire. Dès qu'on est en non linéaire, c'est beaucoup plus complexe. On va commencer à dire mon système est non linéaire et il a tel type de non-linéarité. Donc je peux faire tel type d'analyse. Si le système a tel autre type de non-linéarité, je dois faire d'autres types d'analyses, d'autres types de propriétés. Donc c'est tout à fait différent. Ce qui explique que même si les systèmes sont toujours non linéaires, eh bien on va toujours, majoritairement, faire l'hypothèse qui sont liées pour ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait l'année passée pour y revenir. Donc vous avez déjà modélisé des systèmes rapidement, c'est-à-dire les écrire sous forme de fonction de transfert. Ce n'est pas la seule manière de décrire un système sous forme dynamique, mais c'est celle que vous avez fait ici. Une fonction de transfert, donc utiliser la transformée de la place pour décrire un système, pour ensuite faire quoi? Comme je le disais, soit l'analyser, quels sont ses temps de réponse, quelles sont les stabilités naturelles, etc. Et ensuite pour faire un régulateur, et quel était l'objectif de la régulation. On va y revenir ici évidemment, mais ce sont des choses que vous savez déjà. Quels sont les objectifs quand vous voulez faire une régulation? C'est quoi l'intérêt de mettre un régulateur devant un process? Quoi? Oui, principalement, c'est d'obtenir une stabilité. Alors, ce n'est pas vraiment l'objectif, ça, mais c'est une contrainte. Si on veut réguler quelque chose, il faut que ce soit stable. Vous pouvez y avoir un cas absolument ridicule, pour lequel le système que vous voulez contrôler est naturellement stable, et vous mettez un régulateur devant, et le régulateur rend le système complet, autrement dit en boucle fermée, instable. Ça, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Donc, la première contrainte qu'on va se mettre quand on fait la régulation, c'est d'avoir une boucle fermée stable. Mais quel est l'objectif de la régulation? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est en termes de spécification. Pas? C'est en termes de spécification. Ouais, mais là, tu dis pas grand-chose. Quel type de spécification en quoi? Sur les compartiments géographiques, sur le franchi. Oui, donc spécification en termes dynamiques. Donc, s'il y a une variation de consigne, je veux y arriver en un certain temps. Je veux avoir un certain dépassement maximum. Donc, l'objectif de la régulation, c'est de pouvoir, pas un signal externe que vous avez appelé la consigne, pouvoir dire, je demande au régulateur de piloter le système pour m'amener à cette consigne. Pourquoi est-ce que le système seul ne peut pas faire ça? Sur un système seul, que vous décrivez comment? Un système, vous l'avez défini comment? Le système qu'on veut contrôler. Non. Si je vous demande de définir un système de manière tout à fait générale, un système, ça se définit par deux trucs. Une entrée et une sortie. Si tu des entrées et des sorties, c'est possible, mais ça complique un peu les choses. On parlera de système multivariable avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Dans un premier temps, on va travailler sur un système SISO, donc single input, single output, comme ça j'ai fait un petit peu l'anglais. Donc une entrée et une sortie. Et donc le système qu'on définit, c'est une entrée, une sortie, ça définit notre système. Ça veut dire quoi? Cette entrée, concrètement, si on oublie les transformés de la place, etc., ce que je définis comme étant l'entrée de mon système. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de définir ça comme entrée? La température extérieure, elle va influencer la température intérieure de mon bâtiment, mais en termes de régulation, je ne peux pas dire que cette température extérieure soit l'entrée de mon système. Pourquoi? Quoi? Parce que je ne peux pas la commander, parce que je ne peux pas agir dessus. Donc l'entrée de mon système, ça va toujours être la variable par laquelle je sais modifier mon système. Je vais par exemple pouvoir ouvrir une vanne qui va du coup laisser passer plus ou moins d'eau froide, qui va venir se mélanger avec de l'eau chaude pour obtenir in fine une température
température avec un mélange avec une certaine température. Cette température, ça va être quoi pour revenir à mon récit? Ça va être la sortie. Donc le système que je veux contrôler, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose pour lequel j'ai une variable que je sais commander qui est l'entrée. C'est la variable que je sais piloter. Et je vais essayer du coup indirectement de modifier la variable que je veux piloter, qui est la sortie. Pourquoi est-ce que je dois réagir comme ça? Parce que la température dans mon exemple, et dans n'importe quel exemple, je ne peux pas la changer. Je ne peux pas faire je ne sais pas quoi pour dire que je veux que la température bouge. Je ne sais pas faire bouger la température. La température dans mon exemple est dans un exemple de n'importe quel autre process. La température, donc ma sortie, je ne peux pas agir directement dessus, sinon ce ne serait pas ma sortie. La sortie, c'est quelque chose que je peux influencer uniquement indirectement par le biais d'une autre variable qui est mon entrée. Donc c'est ça le contexte dans lequel vous allez toujours travailler en régulation. Je ne vous apprends absolument rien. Vous avez un système pour lequel vous voulez piloter une variable, température dans mon exemple. Vous ne savez pas la changer directement, or c'est ce que vous voulez. Donc vous devez le faire de manière indirecte en pilotant une autre variable qui a évidemment une influence sur la sortie. Dans mon exemple, c'est une vanne qui va amener plus ou moins d'eau chaude dans mon système de mélange qui du coup créera une certaine température. Et du coup, cette vanne-là, c'est ce que je peux piloter, mais ce que je voudrais piloter, c'est la température. Et donc, qui va m'aider à faire le lien entre les deux? C'est justement le régulateur, à qui je veux dire que je voudrais avoir une certaine température en sortie, et qu'est-ce que lui va faire? Ce que vous avez fait jusqu'ici, on n'a encore rien appris. Qu'est-ce que le régulateur va faire? Il est au courant de la consigne de sortie donc de température que vous voulez avoir. Il va comparer avec la mesure de la température, et là, lui, quelle que soit la forme du régulateur, PID ou autre, quels que soient les paramètres du régulateur, le gain, les constantes de temps, etc., quel que soit ça, il va finalement prendre une décision qui est ce qu'il va poser sur sa sortie, donc la sortie du régulateur. Qu'est-ce que ça va être dans mon exemple? Ça va être l'ouverture de la vanne, autrement dit la sortie du régulateur, et évidemment l'entrée de mon système. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qu'on va apporter ici, c'est l'aspect plus pratique. Donc l'aspect plus théorique que vous avez fait, qui est l'analyse de la dynamique du système, même si on va évidemment l'utiliser ici. La transfert de la place, même si on va évidemment l'utiliser ici. Le choix des paramètres de réglage, même si on va évidemment aller un petit peu plus loin ici, eh bien, ce sont des choses que vous avez déjà faites. On va s'intéresser vraiment aux aspects plus concrets. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous en avez par exemple déjà parlé au laboratoire de régulation. Qui n'a pas fait sa croisée ici? Magnifique. Oui. Tu as déjà fait de la régulation de manière un peu plus pratique? Non? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors qu'on a amené comme notion très importante quand vous avez fait le laboratoire de régulation, que vous avez, pour la première fois, utilisé les régulateurs? Il y a quelque chose que vous deviez faire, sinon ça ne marchait pas. Autrement dit, si on ne fait que la première approche dont on a parlé, choisir une forme de régulateur et les paramètres de régulateur, il y a un truc qui manque là-dedans. C'est trop théorique. Pour un aspect plus pratique, vous avez vu qu'il fallait faire d'autres choses. Quoi, par exemple? Comment? Alors ça, c'était une manière d'obtenir la fonction de transfert. Ce n'est pas encore l'aspect très pratique au niveau conditionnement du régulateur. En régulation, normalement, on n'a pas discrétisé, justement. On a tout fait en continu pour que la discrétisation, on se mette un peu hors des pieds. Des trucs très pratiques. Et qui n'interviennent pas, justement, dans le choix du PID, PI ou autre régulateur, et les paramètres qu'il y a dedans. Parce que ça, c'est justement ce que vous avez quand vous êtes déjà en régulation et que vous n'atteignez pas les limites. Qu'est-ce que vous avez déjà discuté en long et en large au laboratoire de régulation? Vous dites, ouais, c'est beau de faire des fonctions de transfert des paramètres. En réalité, ça manque cruellement de réalisme. Il faut rajouter des choses très pratiques, c'est ce qu'on va faire ici, et c'était la saturation. Les gestions de saturation de l'organe de réglage, vous en avez tous parlé. De perturbation. Et autre chose, non, les perturbations, on va y revenir après, mais pour venir sur cet aspect pratique que vous n'avez pas fait au cours de troisième et que vous avez déjà introduit au labo de régulation, il y avait des gestions de saturation. Sinon, quel était le risque? On en reparlera, mais vous le savez déjà. Le wind-up, donc le régulateur qui risque de s'envoler parce qu'il n'est pas au courant que votre organe de réglage est limité à 100%, donc il continue à pousser, on dirait, mais moi il fait trop froid ici, il faut que je pousse, avec tous les problèmes que ça a après, les problèmes pratiques que ça a après. Donc il y avait principalement cette gestion d'anti-wind-up, une gestion des saturations de l'organe de réglage. Il y avait encore un autre truc très important, on va en parler ici dans 5 minutes. Exactement, les gestions
de changement de mode. Ça, c'est quelque chose dont vous n'aviez absolument pas parlé, encore une fois, dans la partie plus théorique, qui servait à introduire les outils de transfert de la place, de diagramme de mode, d'analyse de stabilité et de tuning de régulateur. Tout ça, c'est évidemment fondamental. Ce que vous avez commencé à greffer dessus, c'est ce qu'on va continuer à faire ici, c'est, attention, dans les pratiques, il y a beaucoup de choses à faire, sinon ça ne marchera jamais. Vous avez bien compris que si vous ne mettiez pas d'anti-wind-up, c'était la cata. Si vous ne mettiez pas d'anti-choc, c'était la cata. Donc ces gestions de mode, on va en reparler. Vous l'avez déjà fait les bonnes régulations. Quand on passe de mode manuel au mode automatique, je vais vous rappeler ce que c'est. Et inversement, il faut prévoir des choses très pratiques et très simples pour que ça se passe bien. Dans les deux sens, il y a un choc manuel auto et automatique. On va y revenir. Ok, donc ça c'est un peu le contexte global de ce qu'on va faire par rapport à ce que vous connaissez déjà. Maintenant, une autre manière d'introduire ce qu'on va essayer de faire ici, et de le poser dans un contexte plus global, c'est de discuter d'un projet d'automatisation complet et de voir quelle est la partie qu'on va gérer ici. Si vous avez un projet d'automatisation complet d'une usine, d'un processus de fabrication, de quoi que ce soit, quelles sont les choses qui vous viennent en tête? Qu'est-ce que vous devez faire? À quoi est-ce qu'il va falloir prêter attention pour automatiser quelque chose? Sachant que automatiser quelque chose, finalement, c'est rien d'autre que de dire que vous avez ici en dessous votre système physique, votre usine, votre machine, votre processus de production, et que vous devez l'automatiser à partir de systèmes qui maintenant sont principalement des systèmes numériques. On va en discuter avant, ce n'était pas spécialement le cas. Et donc vous avez ici une frontière entre votre système physique. Si je reprends un exemple tout simple, eh bien je vais dire que j'ai simplement un système avec une vanne. On va discuter dans 2-3 minutes de la manière de dessiner tout ça. On parle de PNID, donc comment est-ce qu'on dessine une installation. Et je vais dire que j'ai un fluide qui arrive par ici, et je vais gérer cette vanne pour essayer de mesurer, de contrôler par exemple une mesure de débit qui sont ici, avec un transmetteur de débit. On va revenir sur ces notations après. Et donc, je dois m'assurer, si je veux avoir un projet d'automatisation global, d'avoir des signaux qui viennent de mon système d'automatisation. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est la question qu'on se pose. Et si j'ai une mesure ici, il y a beaucoup de chances que j'en ai besoin ici, et qu'est-ce que j'en fais? Et donc, j'ai, pour être plus général, plein de signaux qui vont aller actionner mon process, et j'ai plein de mesures qui vont revenir ici. Alors déjà, au niveau des mesures, qu'est-ce que vous connaissez comme type de mesures, comme type de signaux qui vont devoir revenir de mon installation physique vers mon système d'automatisation? Je dis système d'automatisation ici de manière plus large, puisque vous allez voir qu'une fois qu'on en aura discuté, on va dire qu'on s'intéresse qu'à la partie régulation. Mais je voudrais bien un peu poser un contexte plus général pour dire, voilà, ce qu'on va faire ici, c'est une partie de ça, et le reste, vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous connaissez comme type de mesures qui doivent revenir? 420. Oui, alors là, on est déjà un petit peu à passer dans le capteur, à nuancer la manière dont on passe de l'un à l'autre. Est-ce qu'on est en 420 milli? Est-ce qu'on est en 210 volts? Est-ce que c'est un signal numérique ou bien est-ce qu'on a déjà des entrées-sorties déportées et qu'on a un bus de terrain qui remonte vers ça? Donc là, on est vers la communication. C'est vrai, on a déjà pas mal de choses à discuter en termes de communication de signaux. Quel type de signaux? Analogique en 420, en 420 mA, analogique en 210 volts ou bien sur des bus de terrain. Mais ici, je voulais parler vraiment du type de capteur. Qu'est-ce que vous pouvez mesurer? Il y a principalement 4 choses fondamentales qu'on mesure en industrie. La température, Température, pression, débit, hauteur. Donc ça, je pourrais m'amuser à dessiner les 4 ici si on veut voir de manière un peu plus générale ce qu'on mesure. On mesure plein d'autres choses. Si vous êtes dans le domaine chimique, il y a évidemment beaucoup de choses à mesurer. Si vous vous intéressez au retour de vitesse de vos pompes ou de vos moteurs, vous avez évidemment des vitesses. Donc voilà tous les capteurs que vous pouvez avoir ici. Et je voudrais bien ici nuancer le fait qu'il y a d'autres types de capteurs beaucoup plus simples. Qu'est-ce qu'il y a d'un peu plus basique, entre guillemets, qu'on va souvent ramener comme information? les tensions, je crois. Comment? Les tensions. Non? Des switches, d'accord? Donc ceci, ce sont des exemples de mesures continues. Donc on a une mesure continue de débit entre 0 et 500 000 normaux mètres cubes ou autre, une mesure continue de température entre 100 et 200 degrés. Donc ça, ce sont des mesures continues qu'on va revenir, qu'on va ramener vers notre système. À côté de ça, vous avez des mesures qui sont les mesures binaires, donc typiquement des switches. Ça va être quoi? Ça va être le fin de course d'un moteur, d'une vanne. Ça va être un switch qui va vous dire mon niveau est plus haut
qu'à un certain niveau de seuil. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre comme idée pour des mesures simples de switch? Vous avez ça aussi en température. La température est passée au-dessus d'une certaine valeur. Donc je sais juste qu'elle est au-dessus ou en dessous parce que je reçois un signal binaire. Le pressostat, c'est la même chose en pression. Ma pression est passée au-dessus de cette mesure. Et donc vous avez des signaux continus qui vont revenir vers notre système d'automatisation et des signaux binaires qui vont revenir vers notre système d'automatisation. Qu'est-ce que vous allez mettre maintenant dans ce système d'automatisation? Et puis on va faire le lien évidemment avec ce qui se fait ici. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre système d'automatisation? C'est un mot très général que j'utilise volontairement. Les parties plus binaires, elles vont servir plutôt à quoi? Lorsque vous allez mettre dans votre automate, dans votre DCS, on verra ce que c'est. Les binaires, les switch limites, ça vous fait plutôt penser à quoi comme type de truc à mettre là-dedans? Pour arrêter le système. Quand? Pour arrêter le système. Par exemple, si on a par exemple, un capteur de fin de course qui s'active, bah, il faut le remplir, par exemple. Oui, d'accord, mais ça c'est un exemple très précis. De manière plus générale, comment est-ce qu'on décrirait ça? Ce qu'on va mettre dans l'automate qui va gérer ces signaux binaires. Non? Ce sont des logiques, donc c'est des portes et, des portes ou, des trucs comme ça. Et alors autre chose que vous avez déjà utilisé également, qui est directement lié à ces signaux binaires, ce sont des séquences. Et là, ça fait bien avec ce que tu dis. Arrêtez, démarrer une installation. Vous allez utiliser des séquences, donc des graph sets. Vous avez déjà fait ça, je ne sais jamais exactement quand. C'est quand? Ça va passer? En deuxième, je pense. Bon, vous l'avez déjà fait ça. Donc la partie graph set ou la partie séquentielle ou la partie logique, elle va évidemment principalement être liée aux signaux binaires qui vont revenir. Ben, mon chariot est arrivé en fin de course, j'ai ma bande transporteuse, mon capteur voit que j'ai une caisse qui est arrivée devant ma bande transporteuse, ça va lancer l'action suivante. Ça va être plutôt l'aspect binaire et l'aspect séquentiel ou l'aspect graph set. Vous me voyez venir, ça c'est l'aspect évidemment qu'on va moins traiter ici, ce n'est pas la régulation. C'est bien dans mon système d'automatisation, ce n'est pas la régulation. Okay. Ces graph sets, pour quand même continuer là-dessus, ces graph sets ou ces logiques, qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici sur mon process? De manière logique de nouveau, quelles sont les logiques, les signaux tout ou rien, les 1 et les 0 que je vais ramener vers mon installation? Qu'est-ce que vous avez comme exemple? Ben, une vanne, sauf que la différence c'est que ma première vanne, c'est quoi? Exactement, ça sera une vanne tout ou rien. On parlera des fois de vanne d'isolation. Donc c'est une vanne qui va recevoir un signal, tu t'ouvres ou tu te fermes. Donc ça c'est directement lié à un actionneur binaire, un actionneur tout ou rien, on dit plutôt. Et donc c'est directement lié de nouveau à nos logiques binaires, nos logiques séquentielles. Je vais ouvrir ma vanne ou fermer ma vanne. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre qui est énormément utilisé comme actionneur binaire, pour le dire comme ça, tout ou rien? Un piston, vous pouvez dire tu avances par là, tu recules par là. Tu n'as pas de position intermédiaire. Vous allez lancer des moteurs. Ils tournent ou ils ne tournent pas. Oui, de nouveau, j'ai dit qu'il y avait deux types de vannes. Pour les moteurs, c'est la même chose. J'ai des moteurs qui vont être lancés, qui tournent ou ils ne tournent pas, et d'autres moteurs qui vont être plutôt classés dans l'autre catégorie vers laquelle on va être plus intéressé, nous, qui est actionneur réglable, modulable. Et si votre moteur est équipé de quoi? D'un variateur de fréquence. Alors, qu'est-ce que vous allez envoyer? Non pas un signal qui va dire tu tournes, tu ne tournes pas, mais un signal qui va être une consigne de vitesse, qui va être reçu par le variateur de fréquence, qui va piloter l'actionneur ici, qui lui influencera le process. Okay, donc, au niveau de vos capteurs, vous avez du continu, ou du modulé, ou de l'analogique, c'est des synonymes finalement, ou des capteurs tout ou rien. Même chose pour les actionneurs. Et nous, dans notre logique, on a déjà commencé à discuter de ce qu'on n'allait pas faire. C'est tout ce qui est plutôt lié au binaire, à la logique, au séquentiel. Donc, on va avoir des graph sets, des et, des ou, etc. Et ça, c'est plutôt la partie binaire. Nous, la partie qui va nous intéresser ici, elle est plutôt liée à la première chose que j'ai dessinée. Donc, des mesures qui sont évidemment des mesures continues ou analogiques. Donc, je ne vais pas m'intéresser au fait que j'ai une pression plus haute qu'un seuil ou plus basse qu'un seuil. Je veux une mesure de pression qui me dit exactement quelle est la pression que j'ai, parce que j'en aurai besoin pour réguler. Et pour réguler, dans la plupart des cas, à quelques exceptions près, on va utiliser également un actionneur continu. Donc, dans ce qu'on va faire ici, on va tout le temps s'intéresser aux actionneurs continus. Donc, avec mon moteur, s'il est équipé d'un variateur de fréquence, ma vanne, ça va être une vanne modulable. Ma résistance, c'est une résistance, mais alors avec un gradateur. Et donc,
on va s'intéresser d'office quand on sera en régulation à des organes de réglage continu. Il y a une exception, mais qui arrive encore quand même souvent, qui utilise un organe de réglage tout ou rien, mais qui permet quand même de faire de la régulation. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans différents contextes. Qu'est-ce qui permet de faire de la régulation, donc de moduler une certaine variable à partir d'un organe de réglage qui est tout ou rien? Exactement. C'est quoi de la PWM? C'est allumé ou éteint. Alors il faut faire attention, évidemment. Je n'ai pas dit que tous les organes de réglage pouvaient être utilisés comme ça. Quel est le problème si vous avez un moteur tout ou rien et que vous l'utilisez en PWM? Autrement dit, être en permanence en train de l'arrêter, l'allumer, l'arrêter, l'allumer, sur un temps de cycle plus ou moins grand, pour que la valeur moyenne soit variable et nous donne cette impression d'actionneur continu, alors qu'en fait ça n'en est pas un, touché. Oui. Donc, quelle est la limite de ça? Je ne peux pas faire ça avec n'importe quel actionneur. Pourquoi? Ça va se casser. Non, c'est pas ça. Ça va se casser. Non. Ça va se casser. Si vous prenez un moteur tout ou rien, donc un moteur que vous mettez sous tension ou pas, oui. Ça encore un détail par rapport au vrai problème qui est qu'on va tout péter. Un moteur, si vous prenez des gros moteurs électriques, dans les centrales électriques, on travaille avec certains moteurs qui font 10 MW, ce qui est plus grand, c'est une puissance plus grande que la puissance produite par d'autres centrales électriques, mais ça c'est encore autre chose. Ces moteurs-là, pour prendre un exemple extrême, vous ne pouvez les démarrer que 3 fois par heure. Pourquoi? Là on fait le lien avec d'autres cours que vous avez vu. Le courant de démarrage est tellement grand que la machine elle morce à fond, elle chauffe, et donc vous devez absolument, une fois que vous l'avez lancée, la faire tourner pendant un certain temps avant de l'arrêter parce qu'elle va se refroidir, ou bien si elle a été arrêtée, attendre un certain temps avant de la redémarrer. Donc, les organes de réglage qui sont à la limite entre le tout ou rien et le modulable, ça existe. Ce sont ceux qu'on va souvent faire commuter pour faire de la PWM, comme tu disais. Attention, on ne fait pas ça avec n'importe quel organe de réglage. Il faut que ce soit un organe de réglage qui soit fait pour ça. Si vous avez un relais électromagnétique, vous ne pouvez pas non plus l'activer 100 000 fois par heure. Par contre, vous allez passer sur quel relais si vous devez faire ça? Pas un relais électromagnétique, mais un relais électronique ou statique, pour lequel vous n'aurez pas le système électromagnétique avec la bobine et les contacts mécaniques, mais vous le remplacez par un transistor de puissance qui, lui, n'a pas ces limitations mécaniques, et donc qui peut être accumulé plusieurs milliers de fois par seconde si nécessaire. C'est ça que vous avez une tendance à variateur de fréquence, d'ailleurs. Et avant d'aller dans notre partie de régulation, quand on est en train de dresser un portrait un peu plus complet de tout ce qu'on fait ici, il y a aussi des liens entre les deux. Vous avez très souvent des liens entre un organe de réglage tout ou rien et un organe de réglage continu. Et l'exemple typique, c'est celui-ci, que vous avez dans quasiment 100% des vannes de réglage. Vous avez ici, je vais dessiner autrement, vous allez voir qu'ici j'ai mis un petit V pour montrer que ça c'est un organe de réglage continu. Ça c'est une vanne tout ou rien. Et donc qu'est-ce qui va se passer très souvent dans un système d'automatisation complet? Eh bien vous allez avoir un lien entre les deux. Donc on va souvent parler d'interlock ou de verrouillage à rajouter dans le système d'automatisation. À votre avis, c'est quoi l'idée sous-jacente ici? J'ai une vanne de réglage et une vanne tout ou rien. On l'appelle vanne d'isolation, souvent dans ce cas-là. Oui, alors ça c'est l'aspect un peu évident, il faut que les deux soient ouverts si on veut moduler, mais c'est pas ça qui est important là-dedans. C'est le fait que, oui. Comment? C'est pour la sécurité, mais pas l'installation. L'interlock, il est pour la sécurité de l'organe lui-même. Une vanne d'isolation, elle doit assurer l'étanchéité. Une vanne de réglage, elle doit assurer la modulation. La vanne de réglage, elle sert à faire plus ou moins de débit. La vanne d'isolation, elle sert à, quand elle est fermée, à ce qu'il n'y ait pas de débit, pour des raisons effectivement de sécurité, de l'installation ou des personnes. Et donc, il y a un truc très important à faire dans la coordination de ces deux organes de réglage-là. C'est pour ça qu'on parle d'interlock ou de verrouillage. Qu'est-ce qui pourrait abîmer la vanne d'isolation? Donc l'aspect sécurité, c'est la vanne d'isolation. Quand elle est fermée, elle doit être étanche. Qu'est-ce qui ferait qu'elle risque de perdre de l'étanchéité? Elle est tout ou rien. Oui, d'accord, vous avez continué? Si par exemple, il y a des débits ça brusquement, un choc qui se propage de soi. Non, parce que ça c'est un problème pour la conduite, pas pour la vanne nucléaire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand vous avez une vanne de réglage et qu'elle est quasiment fermée,
vous avez des vitesses de passage énormes parce que vous avez une section de passage très faible. Et ça fout la vanne en l'air. Les vannes de réglage, on sait qu'elles ne vont pas être étanches, c'est pas grave, c'est pas leur but. Donc qu'est-ce qu'on doit toujours faire quand on a des installations comme ça? On doit absolument prévoir dans notre système d'automatisation de fermer l'une avant l'autre, et il y en a une qui ne peut se fermer que si l'autre a déjà été fermée. Et c'est la même chose pour l'ouverture. Ça veut dire dans quel sens, avec ce que je viens de vous dire? La vanne de réglage d'abord et puis la vanne de section. D'abord quoi? Tu pars d'une situation ouverte ou fermée? Non, si c'est ouvert, d'abord on ferme la vanne de réglage, on réduit bien le débit, et puis on ferme la vanne de section. Donc, on doit aller donner des autorisations à un organe de réglage pour se fermer en fonction d'un autre. Et même chose pour se fermer. C'est ça qu'on appelle des verrouillages ou des interlocks. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Vous allez voir ça partout dans les systèmes d'automatisation. Ce n'est pas la régulation, donc ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici. Mais vous allez voir qu'on va de temps en temps parler de verrouillage ou d'interlock parce que ça va intervenir dans les régulations. Et donc, dans l'exemple concret ici, effectivement, si on part d'une situation où on est en régulation et donc on est en train de régler un débit par notre vanne de réglage, ce qui va être notre contexte plus précis ici, on doit quand même être conscient qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer dans le jeu de qui est que si mon régulateur demande de fermer ma vanne de réglage, eh bien je vais fermer ma vanne de réglage. Donc c'est elle qui va assurer la fermeture du débit, l'arrêt du débit. Et comme j'ai plus de débit, je peux sans risque fermer ma vanne d'isolation. Ce qui veut dire que dans ma logique binaire qui va demander de fermer ma vanne d'isolation, je vais avoir un permissif, c'est logique, qui vont dire que celle-là, on va à un moment lui demander de se fermer, mais elle ne se fermera que si, et donc le si, vous voyez déjà les conditions logiques avec des et des ou, si celle-ci a atteint sa fermeture. Sa fermeture, ça veut dire qu'elle est inférieure à 1 ou 2%, ou bien, ce qu'on a souvent dans les applications plus critiques, comment est-ce qu'on va savoir que celle-ci est fermée? Non. Surtout qu'on n'a pas confiance dans la mesure de débit à bas calibre, ça on y reviendra après, c'est autre chose. Les vannes de réglage, souvent, sont également équipées de fin de course. Donc vous avez qu'une vanne de réglage, elle a son 0-100%, mais en plus, elle va renvoyer un signal « je suis complètement fermé », un signal binaire dont on parlait tout à l'heure, et un signal « je suis complètement ouvert ». Et donc on va dire que celle-ci ne peut se fermer que si celle-ci a atteint son fin de course, ouvert ou fermé. Fermé. Et inversement, si je pars d'une situation où tout est fermé, ma régulation, mes séquences disent que je dois commencer à débiter. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour l'interlock, le verrouillage entre ces deux vannes, vanne de réglage et vanne d'isolation? L'isolation, que si l'autre Ouvert. C'est ça. Donc je dois d'abord ouvrir celle-ci, et celle-ci ne peut pas, je dois le dire dans mon sens, qu'est-ce que j'ai dit? Je pars d'une situation fermée, donc il faut que celle-ci s'ouvre quand celle-ci est encore fermée. Autrement dit, celle-ci va recevoir un message, donc un interlock, un verrouillage, comme quoi elle ne peut pas s'ouvrir si celle-ci est fermée, et celle-ci, pour pouvoir s'ouvrir, doit s'assurer que celle-ci soit fermée. D'accord? Donc ça fait partie de toutes les choses qu'on doit mettre ici dans notre système d'automatisation. Mais vous l'avez compris, nous, on va se concentrer sur la partie régulation. Donc toutes les choses que j'ai décrites ici, on va moins en tenir compte, mais je voulais d'abord vous donner un paysage un peu plus complet du système d'automatisation global, pour vous dire que dans l'automatisation d'une installation, il n'y a pas que la régulation, mais c'est surtout ce qui va nous intéresser dans ce cadre-ci. Donc quand on parle de process control, ça veut dire régulation, ce n'est pas lié à tout ce qui est séquence. Là, on va plutôt parler d'automatisation, que ce soit en anglais ou en français. Qu'est-ce que je voulais encore dire avec vous? Oui, petite remarque importante. Dans le cours ici, on a 10 modules d'une heure et demie, 20 modules d'une heure et demie. Enfin bref, on a un certain nombre de cours. Vous allez voir que vous avez 2 modules pour lesquels vous allez avoir un intervenant extérieur qui va venir pour discuter uniquement des vannes de réglage. D'accord? Ça fait partie de tout ce qu'on est en train de discuter ici. Le projet complet d'automatisation, c'est effectivement ce que vous allez programmer dans vos automates. C'est effectivement connaître votre processus. Et c'est bien surtout connaître pour vous, quand vous vous occupez d'une installation à automatiser, bien connaître, comprendre, savoir sélectionner et pour certains d'entre vous, entretenir des organes de réglage et des capteurs. Le mot commun pour organes de réglage et capteurs, c'est instrumentation. L'instrumentation, ça représente
Et donc, vous avez les cours d'instrumentation qui sont donnés, je ne sais plus, ça bouge un peu tous les ans. C'est quand? Troisième. En troisième, vous avez rien en quatrième non plus? Qui fait maintenant débimétrie, température? C'est quand? Mais c'est qui donne ça maintenant? D'accord? Oui, vous avez, effectivement, donc c'était la remarque que je voulais faire. Vous avez déjà des intervenants externes qui sont arrivés parce que c'est des choses vraiment spécifiques et qu'on essaye que ce soit très industriel. Donc vous avez des approches théoriques qui sont faites avec M. Alpha, je crois, et puis vous avez la partie plus industrielle. Pour les vannes, même chose. Ce sont des choses tellement spécifiques que vous allez avoir un intervenant qui va intervenir dans quelques semaines pour la partie vanne. Donc dans le cadre de process control, vous devez pratiquer le process control, vous devriez voir ça dans l'agenda. Donc, je voulais discuter de ça, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais encore dire avant de rentrer dans là? Oui, c'est ça. Donc, on a commencé à en discuter un petit peu en parlant du lien ici. Ici, on fait l'hypothèse que les capteurs sont directement communiquants avec votre système de contrôle et que les actionneurs sont directement communicants avec votre système de contrôle. En réalité, aujourd'hui, c'est plus rarement, c'est plus que très rarement comme ça. Vous avez des systèmes dans les grandes installations qui sont beaucoup plus distribués que ça. Et donc, vous allez avoir un capteur qui va être à 500 mètres du système d'automatisation, un 500 mètres dans un sens, et l'organe de réglage qui est lié par la boucle de régulation à 500 mètres dans l'autre sens. Et donc, aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, on n'est plus du tout dans l'approche où chacun des organes de réglage et chacun des capteurs est relié avec des fils jusqu'au système d'automatisation. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quoi? Attendez, non. Il y a un lien avec Internet. On passe par des serveurs. Quoi? On passe par des serveurs. Non, là vous êtes déjà beaucoup plus haut dans le bazar, on va y revenir après, mais vous avez maintenant ce qu'on appelle des systèmes distribués, ou des entrées-sorties distribuées, et donc vous allez avoir un petit peu partout dans votre usine des modules d'entrée-sortie distribués sur lesquels on va connecter des capteurs ou des organes de réglage, et eux, qui sont à 500 mètres, des fois 10 km de l'automate, vont communiquer avec l'automate comment? Avec un bus de terrain, qui peut être physiquement une fibre optique, qui peut être physiquement un système câblé, mais câblé sur lequel vous avez un bus de terrain et pas simplement deux fils qui portent un signal 420 000. Et donc, tout ceci fait partie également de l'architecture d'automatisation. C'est encore une fois une chose dont vous n'avez pas parlé ici, mais vous allez en parler l'année prochaine dans un projet de 5e qui s'appelle Industrie 4.0, quelque chose comme ça. Et la dernière remarque que je voulais faire pour discuter des choses très importantes dans un projet d'automatisation, c'est que de plus en plus, vous avez des systèmes qui sont ouverts vers l'extérieur. Et donc, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Je fais allusion à Internet pour ceux qui disaient ça tantôt. À quoi est-ce qu'il faut faire très attention maintenant dans un projet d'automatisation? À la cybersécurité. Donc ça, c'est un truc dont on ne parlait évidemment pas il y a 30 ans, mais qui devient absolument critique aujourd'hui. Je vais vous donner un petit exemple basique, mais qui m'a encore arrivé la semaine passée. Je suis dans une usine nouvelle. Vous avez 200 vannes. Elle vient d'être construite il y a quelques mois. Et il y a un gars qui se rend compte sur son téléphone qu'il y a quand même pas mal de signaux Bluetooth qui arrivent dessus. Qu'est-ce qui se passait? Toutes les vannes communiquaient en Bluetooth pour pouvoir paramétrer la vanne. Tous les Bluetooth étaient non sécurisés, et donc n'importe qui pouvait passer à côté de l'installation avec son téléphone, dire ah je prends la vanne qui s'appelle AA131X, et un mot de passe, ah c'est pas grave, je vais essayer un mot de passe, AA131X, 131X, parce que le mot de passe c'était le nom de la vanne qui apparaissait sur le Bluetooth, et avec ça n'importe qui avait accès au paramétrage de la vanne, pouvait la fermer et ouvrir. Les dégâts que ça aurait pu causer, c'est des millions d'euros, et donc on est à la limite de la cybersécurité, ça l'est déjà, on n'est pas vers un réseau extérieur. Mais c'est déjà ce problème-là, c'est le fait d'aller vers l'extérieur. Que ce soit en Bluetooth, en Wi-Fi ou sur un réseau câblé. Donc c'est des choses de plus en plus importantes que vous allez discuter l'année prochaine dans un projet de cybersécurité. Et donc c'est des choses vraiment fondamentales aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais faire avec vous. Regardez un peu de manière très large dans un projet d'automatisation ce qu'il y a. Évidemment, on pourra aller plus dans le détail. Hein, quel est le software que vous allez... Quel est l'automate que vous allez choisir? Quel est le software que vous allez choisir? Est-ce que vous allez le programmer, vous avez déjà vu ça, est-ce que vous allez le programmer en schéma bloc, en
Quels sont les autres langages que vous connaissez? Quoi? En schéma, en ladder, en schéma bloc, en liste d'instructions, en suivant encore. Encore un ou deux, il y en a 5 qui sont normés dans la norme IE machin bol. Donc, tous ces choix à faire, quel est le soft que vous allez utiliser, quel est le langage que vous allez utiliser. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à faire que ça. Ici, je voulais juste vous dresser un procès un peu général pour vous dire, nous, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. Et ça va être une partie de ce truc-là, parce qu'on va s'intéresser à notre système d'automatisation ici en disant, les mesures, elles arrivent, c'est pas mon problème ce qui est ici en amont ou en aval, vu qu'on est dans une boucle. Je m'occupe de la régulation. Mon régulateur, mes régulateurs vont prendre des décisions pour aller piloter un organe de réglage modulable, une vanne, un moteur, un ventilateur, une chaudière ou quoi que ce soit. Et ça va aller sur le terrain, dans le field. Est-ce que ça va être du 4,20 ml, du 0,10 à bus de terrain? Est-ce que ma vanne, elle est grosse, elle est petite? Ça, on s'en fout ici. Est-ce qu'elle a été bien installée, etc. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on va vraiment revenir plus proche de ce que vous avez fait au labo de régule et au cours de régulation, en prenant une petite partie de notre projet de l'automatisation, et cette partie, c'est celle qui est liée à la partie dynamique, à la partie transitoire. Et donc, évidemment, on vire tout ce qui est tout ou rien, c'est pas dynamique tout ou rien, il n'y a pas de transitoire au sens modulaire du terme, donc tout ce qui est tout ou rien, tout ce qui est séquentiel, on ne va pas en parler ici, on va évidemment faire des liens avec ce qu'on va faire en régulation. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie régule. Donc dans cette partie régule, je vous rappelle ce que j'ai dit en démarrant, vous avez déjà fait des choses, vous avez déjà travaillé sur une structure de réglage, et vous n'en avez vu qu'une ou deux, vous allez voir qu'en pratique, il y en a plusieurs et que les choix sont fondamentaux. Cette structure de réglage, c'est quoi? C'est un peu un gros mot, structure de réglage, parce que vous n'avez vu qu'un truc, donc c'est un peu bizarre de mettre un mot dessus, mais une structure de réglage dans le contexte de ce que vous avez fait au cours et en labo, même si en labo de troisième, vous avez déjà fait d'autres structures de réglage. C'était quoi la structure de réglage fondamentale que vous avez utilisée? C'est le feedback. Pourquoi est-ce qu'on donne un nom structure de réglage pour ce bête feedback? Parce qu'il n'y a pas que lui, justement. Qu'est-ce que vous avez déjà vu d'autres comme structure de réglage? Oui, l'IMC, tout à fait. Pas dans l'ordre, mais vous avez fait aussi. Comment? Le feed-forward, la régulation à action prévisionnelle, pour lequel on a une estimation ou une mesure de la perturbation, et on essaie de la contrer avant qu'elle agisse. Et vous allez voir qu'on va discuter ici encore d'autres choses. On va parler de régulation en cascade, on va parler de régulation en override ou en limitation, et encore d'autres structures de réglage. Donc pour notre projet de régulation, c'est vraiment cette partie, le régulateur, mais en fait c'est pas le régulateur, c'est la structure de réglage. Et puis on va voir comment paramétrer bonne valeur. Ça, vous l'avez déjà fait dans le cas simple avec un PID, donc un régulateur simple et une structure de réglage simple. Ici, ce qu'on va faire, c'est un peu prendre ça comme base et essayer d'aller voir comment ça se fait avec d'autres structures de réglage. Okay, donc il y a à la fois étendre ce que vous avez fait et à la fois lui donner un aspect plus pratique. Ça, c'était mes premières remarques avec les anti-wind-up, les anti-chocs. Et voilà pour ma petite introduction. Grosse introduction, mais comme ça, on sait où on va. Est-ce que les choses sont claires pour vous? Est-ce que vous me demandez un peu ce que vous faites là? Oui. Je vais vous parler de l'examen dès que les choses seront un petit peu plus claires. J'introduis alors. Mais en gros, ça sera, si vous avez déjà des infos, l'année passée, ça sera assez similaire. Moi, je ne les ai pas encore, donc bon, renseignement. Ce qui m'a aussi, je crois, différent. L'année passée, il y avait un chapitre qui était fait partout, qui était sur les vannes. Alors, donc le chapitre sur les vannes, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, pour lequel vous avez un intervenant extérieur, M. Borset, qui va venir, dont c'est la profession à 100%. Pour ce genre de choses-là, c'est ça qu'on veut hyper peut être très pratique. Donc oui, je l'ai dit, lui va revenir. Et effectivement, il y a un autre truc qui apparaissait sous une autre forme pour lequel moi j'intervenais pour des exemples très pratiques à la fin, ce qui va rester, mais qui en gros sera vu cette année comme une sorte de rappel de tout ce qui était déjà l'idée avant. Donc la structure sera la même. Mais ça, officiellement, il n'y aura que 2 parties alors qu'il y en avait 3, puisque maintenant c'est moi qui donne ces 2. Quand j'ai fait pour lui, c'est pas tout à fait vrai, je suis un peu. Qui est en auto? Magnifique. Moi, pour ceux qui me connaissent déjà un peu, je suis beaucoup plus occupé avec les automaticiens, donc j'ai moins d'interaction avec les IN,
Donc, n'hésitez pas si vous trouvez qu'il y a des choses que je fais qui vous paraissent être trop rapides. D'après l'expérience de M. De Bruyne, c'est pas vrai, les EM s'en sortent aussi bien que les autos qui sont aussi, donc je m'en fais pas trop. Mais de manière générale, sachez que moi, je suis plus au courant de ce que les autos ont dans leur programme que les EM. Je vais et je dois me mettre à jour. Mais n'hésitez pas si à un moment vous me dites, ouais, non, c'est pas toi qui parles, on en discute. Ce qui nous permet maintenant de commencer de manière un peu plus formée, même s'il y a pas mal de choses dont j'ai déjà discuté. Donc les premiers slides vont évidemment être toute la partie structure. Je ne vais pas la passer parce que c'est déjà un petit peu ce que j'ai essayé de faire ici dans mon introduction. Je vais quand même revenir de manière un peu plus formelle sur une introduction pour suivre les slides, donc je ne détaille pas ça ici. On va ensuite parler de quelques rappels, mais là je vous ai dit ce sont des choses que vous avez déjà fait dans le chrono 3e. Donc ceci est dans les slides ici pour bien insister sur le fait que vous devez bien connaître ceci. Donc je ne vais évidemment pas vous retaper toutes les transformées de la place, toutes les transformées en Z pour les automaticiens, pas pour les EM, ça je sais, donc on va encore moins en parler. Les théories sur l'échantillonnage, etc., on ne va pas faire ça, mais si c'est dans le cours, c'est parce que vous en avez besoin, et donc vous devez maîtriser ça. Ce sont des choses que vous avez déjà fait. Ceci peut vous servir de rappel un peu systématique. Moi, je ne vais pas m'amuser à repasser ici dessus, mais c'est dedans pour vous dire que c'est des choses, ce sont des outils que l'on va utiliser après, mais on ne va pas refaire 20 heures sur la transformée de la place, on va l'utiliser comme un outil. Par contre, je repasserai un petit peu plus de temps ici sur les 3 derniers points, parce que là, on est vraiment dans la pratique des choses. Évidemment que la stabilité, c'est quelque chose de fondamental. On va quand même reparler rapidement de ce qu'est une marge de gain, une marge de phase, de ce qu'est la robustesse d'un système. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a commencé à papoter, la stabilité, c'est vraiment le truc fondamental de la régulation. Si vous faites des beaux calculs de régulation et que vous oubliez de dire « mais ça doit être stable », vous avez quelque chose qui est là. C'est pour ça quelques petits problèmes. Vous n'étiez pas né, mais vous avez tous entendu parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Donc ça, c'est parce qu'on avait oublié de tenir compte de la stabilité. Donc 500 millions de morts. C'est pas ça, mais retenez que la stabilité, c'est évidemment fondamental. J'ai Tchernobyl, j'ai Ariane 6, et j'en ai quelques autres comme ça, pour lesquels il ne faut pas vraiment écouter ce que je dis, mais pour lesquels c'est quand même. Troisième partie qui est vraiment fondamentale, c'est de regarder comment se comporte notre système. Alors pourquoi est-ce que c'est fondamental ça? On voudrait bien faire de la régulation et vous allez voir qu'on va passer beaucoup de temps, et vous avez déjà passé beaucoup de temps, à essayer de décrire, comprendre et décrire la dynamique d'un système. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Alors que nous, on veut le réguler. Non? Tout simplement parce que vous ne pouvez bien réguler un système que si vous le connaissez bien. Et donc c'est fondamental de bien comprendre ce qu'est la dynamique d'un système pour pouvoir faire des choix sur la structure de réglage et sur les paramètres de réglage à mettre dedans. Donc c'est vraiment fondamental de discuter de la dynamique du système. C'est quelque chose que vous avez déjà fait de manière un peu simplifiée au laboratoire de régulation l'année passée, où on s'était limité avec des systèmes qui avaient quoi comme type de dynamique? Ceux qui s'en souviennent? Vous avez probablement fait une petite introduction en disant ici on va travailler sur tel type de dynamique, mais ce n'est pas les seuls. Non, Premier, deuxième. Non, ce n'est pas assez précis. On a pris un cas particulier qui est le plus général, c'est aussi souvent fait ici, on va un peu l'étendre, pour lequel on a des dynamiques simples parce que le système est naturellement stable, et qui l'a dit, merci, et simple, encore plus simple que stable, parce qu'il est. Comment? Ouais, c'est un peu. Là, on a déjà fait cette. Je vais revenir, mais soyons plus pragmatiques. Ah non. Il dit que stable. Là, on vient de le dire. Il n'y a pas de Je dis qu'un système a une dynamique simple. Il n'y a pas de Un système, qu'est-ce qui fait qu'un système d'une entrée de sortie a une dynamique simple? Le plus simple possible, c'est stable et non oscillant. Vous n'êtes pas avec un système mal amorti qui, quand vous tapez dessus, avec une impulsion ou un step, commence à avoir des problèmes d'amortissement. C'est par exemple, vous avez plein d'exemples, vous pilotez une grue, vous pilotez une charge, vous bougez votre grue, vous avez un truc qui va être peu amorti,
Et donc, si le régulateur qui déplace la grue ne tient pas compte de cet aspect, mon système n'est pas naturellement amorti, ben, la grue va se déplacer et vous allez devoir, dans certains cas, attendre 10 heures avant que le conteneur soit stabilisé pour pouvoir rentrer dedans. Donc, ça, ce sont les systèmes qui existent. En robotique, c'est quelque chose de systématique. Vous avez un bras articulé, mais votre robot va bouger. Si vous ne tenez pas compte du fait que en tenant compte de la rigidité et de l'élasticité des matériaux, vous avez un bras qui va avoir un certain temps d'amortissement. Donc, vous avez une certaine fréquence propre pour utiliser les termes des mécaniciens. Si vous ne tenez pas compte de cet aspect oscillant naturel du système, ben, la régulation sera mauvaise. Donc, quand vous allez travailler en régulation, on vous a dit, on va travailler sur des systèmes les plus simples, mais heureusement les plus courants en industrie, des systèmes stables et suramortis. Autrement dit, le petit mot qu'on leur avait donné, c'est des réponses initiales qui vont être en S. On parle de courbe en S. Okay. Stable et suramorti. La réponse indicielle équivalente pour un système non stable, ce serait quoi? Un système instable. Aussi indiciel, les plus bêtes systèmes instables qui soient. Non. Vous pouvez être instable et oscillant, mais d'abord juste instable et pas oscillant. Une rampe? Hein? Oui, donc vous avez, là tu prends directement le cas extrême, la réponse initiale d'un système instable, ben, c'est un truc qui va être soit comme ceci, si c'est simplement un système intégrateur, soit ce que tu dis, c'est avec une constante de temps instable, là on va vraiment être instable exponentiellement. Okay. Et vous pouvez cumuler les deux avec un système qui est instable et oscillant. Okay. Donc ce que vous avez fait jusqu'ici, pour faire le lien ici, dans l'analyse de la dynamique du système, c'était une partie de la dynamique. On avait dit qu'on se limitait à stable suramorti, autrement dit une courbe en S, et on s'était amusé à dire, ben, tiens, quel est le temps de réponse, etc., etc. Donc c'est ça qu'on va pousser ici un petit peu plus loin. Mais donc la raison, avant d'attaquer la partie vraiment régulation, de passer beaucoup de temps sur l'analyse des systèmes, et l'analyse dynamique des systèmes dans le contexte, ben, c'est pour bien faire des choix de régulation après, parce qu'on doit absolument bien maîtriser notre système avant de pouvoir faire des choix de régulation. Et les choix de régulation, ils vont apparaître ici. C'est vraiment la partie la plus rigolote. C'est le choix des structures de réglage. Donc encore une fois, pour faire le lien avec ce que vous connaissez déjà, vous avez déjà utilisé la structure de réglage de base qui est le feedback, la contre-réaction. Vous avez déjà utilisé le feed-forward, vous me l'avez dit, et vous avez déjà utilisé un IMC. Vous allez voir qu'il y a plein de choses, et c'est ça qu'on va revoir ici. On va parler de cascade, on va parler de split range, on va parler d'override, on va parler de plein de choses. Donc ce sont des structures de réglage. La structure de réglage, vous l'avez tous compris, quand vous avez préparé, réalisé vos laboratoires de recul ou bien fait le test en fin de séance, faire une structure de réglage, c'est ce qu'on vous a demandé de faire au test Simulink, pour lequel vous aviez quoi? Qu'est-ce qu'on vous a donné le test Simulink, même si vous l'aviez déjà reçu avant? Vous avez quoi? Non, votre page Simulink, il y avait quoi dedans quand on vous l'a donné? Des blocs, mais la structure de réglage n'était pas faite, parce que ces blocs, ces éléments, qu'est-ce que vous avez dû faire vous-même avant de les paramétrer, justement. Là, on est dans la partie structure de réglage, on n'est pas dans la partie tuning. Elle va arriver après. Les liés, c'est simple, la structure de réglage. La structure de réglage d'un feedback, c'est simplement, je prends ma consigne, je viens comparer ma mesure, je sors de mon comparateur, des fois à l'intérieur de régulateur, c'est un détail, j'ai mon régulateur sort, il va dans mon système a sa sortie et j'ai bouclé. C'est ça ma structure de réglage, donc vous avez fait dessiner votre structure de réglage. Ici, vous allez voir qu'on va, je disais, utiliser d'autres structures de réglage, certaines qui sont simplement plus rappelles que ce que vous avez déjà fait, et d'autres qui sont très importantes en industrie. C'est dans l'aspect pratique, parce que vous allez voir que c'est à chaque fois du bon sens finalement. On ne va pas reparler de nouveaux outils théoriques, on ne va pas changer la transformée de la place, parce qu'on va discuter d'un ratio de contrôle. On ne va pas changer quoi que ce soit, vous allez voir que c'est simplement agencer des blocs de manière intelligente pour avoir certains intérêts. Donc c'est plus des discussions que de la théorie, et c'est pour ça qu'on parle vraiment aussi de practical process control. En théorie, on va vraiment rien voir de nouveau. Un chapitre spécial pour le régulateur PID. Donc, vous le savez, le régulateur PID correspond uniquement à la structure en feedback.
Qu'est-ce que je dis pour ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez déjà que si vous avez par exemple notre structure de réglage, le feed-forward, ben, quand vous êtes en feed-forward, vous avez le régulateur à action prévisionnelle ou le feed-forward, et souvent vous devez y ajouter également le feedback. Vous avez déjà vu ça en théorie, vous avez déjà appliqué au laboratoire de régulation, et une des conclusions fondamentales que vous avez, j'espère, retenues, c'est que quand vous avez cette structure de réglage avec feedback et feed-forward, eh bien, il y a des formes de régulateurs qui vont bien pour l'un ou pour l'autre, et qui sont catastrophiques si vous vous trompez. D'accord? Le PID, est-ce qu'il est plutôt feedback ou feed-forward? Il n'est pas plutôt feedback, il est uniquement feedback. Pourquoi est-ce que, je m'avance un peu, mais normalement vous avez déjà compris ça avec ce que vous avez fait jusqu'ici, pourquoi est-ce que mettre un régulateur PID en feed-forward n'a aucun sens et est une catastrophe? Prenez l'exemple, vous enlevez le P et vous enlevez le D. Vous n'avez que du I. Votre régulateur n'est qu'un intégrateur. Pourquoi est-ce que ça a un sens de mettre un intégrateur dans un feedback? Pourquoi est-ce que c'est une catastrophe de mettre un intégrateur dans un feed-forward? Pour ceux qui ont quelques suites ici. Tu me dis ce que tu vas voir à la fin, mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça marche, c'est intéressant et c'est pas dangereux évidemment en feedback. Pourquoi est-ce que c'est débile et que c'est extrêmement dangereux en feed-forward? Exactement. Quand vous êtes en feedback, ça veut dire que votre régulateur voit en entrée l'écart de réglage, qui lui doit, si tout va bien, tendre vers 0. Et donc c'est bien le rôle de l'intégrateur de faire tendre vers 0. Et une fois qu'il est à 0, comment évolue la sortie de mon régulateur PID, mon intégrateur? Comment évolue la sortie de mon intégrateur quand l'écart est 0? C'est une constante, on dit je ne bouge plus, j'ai atteint un équilibre. Alors que si vous mettez ce PID, et prenons que la partie intégrale, c'est L qui faut brun dans un feed-forward, quelle est l'entrée de mon régulateur, mon intégrateur, dans un feed-forward? Quel est le signal d'entrée? Ce n'est pas l'écart de réglage, c'est le signal de perturbation. Et lui, est-ce qu'on a une chance qu'il tende vers 0? Alors, on ne le commande pas. Autrement dit, vous allez intégrer un truc qui n'est jamais nul et que vous ne commandez pas, votre intégrateur, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il suffit que la perturbation soit toujours positive, ce qui est assez réaliste, pour que l'intégrateur ne fasse que monter, et là vous avez carrément rendu instable votre structure de réglage. Okay. Donc il y a un lien très fort entre la partie d'avant qui est le choix des structures de réglage, et pour chacune des structures de réglage, on va dire dans ce bloc-là, dans cette fonction-là, que j'agence dans ma structure de réglage, je vais avoir plus ça, plus une cascade, plus un ratio, etc. Dans chacun de ces éléments, je vais avoir besoin de régulateurs, même si des fois on verra que c'est simplement des filtres, mais c'est un détail. Je vais avoir besoin de chacun de régulateurs dans les éléments de ma structure de réglage, et je vais devoir les paramétrer. Il y en a un qui est tellement important qu'on fait un chapitre juste pour lui, c'est le PID, mais donc c'est bien un régulateur avec une certaine forme, il ne convient que pour certains éléments de la structure de réglage. L'exemple le plus flagrant, c'est ce que je viens de vous dire, n'allez jamais mettre un PID dans un feed-forward, ça n'a aucun sens. Donc il y a un lien très fort entre la structure de réglage, la forme du régulateur que vous avez dans chacun des éléments de la structure de réglage, et une fois que vous avez la forme c'est l'équation, hein, c'est Kp plus intégrale plus dérivée. Une fois que vous avez la forme, qu'est-ce qu'il vous manque encore à faire? J'ai dit tout à l'heure qu'on allait y arriver. C'est le tuning. Autrement dit, quels sont les paramètres que je vais mettre dedans. Donc gardez bien en tête dans la structure de ce qu'on va faire, qui est encore une fois une toute petite structure, un tout petit élément de notre structure d'automatisation globale. On s'intéresse au process control, donc on a à la régulation. Ça veut dire quoi la régulation? D'abord, il faut bien connaître le système sur lequel on travaille. C'est bien ce qu'on va commencer par faire en disant qu'on s'intéresse à la dynamique du système. Une fois qu'on a bien compris, on peut choisir une structure de réglage. Dans la structure de réglage, je dois choisir les formes de mes régulateurs, par exemple le PID pour un feedback, et puis je dois choisir encore les paramètres de réglage, et ça c'est les tunings de mes régulateurs. Okay, donc, tout ça est vraiment très très fortement lié, et dépend évidemment du process, c'est pour ça qu'on commencera par l'analyse du système. Donc je le disais ici, on va quand même passer beaucoup de temps sur le PID, parce que ça vous le savez déjà,
c'est le régulateur qui est le plus utilisé en industrie. Alors, c'est pas le plus performant. Pour les automaticiens, on commencera demain, si je ne me trompe pas, la partie commande prédictive. Eh bien, ça, c'est une autre structure de réglage et une autre forme de régulateur qui a plein d'avantages sur le PID, mais on va discuter avec les automaticiens du fait que c'est plus complexe à mettre en œuvre. Le PID, son gros avantage, c'est la raison pour laquelle il est utilisé en industrie dans 95% des cas, c'est qu'il a un rapport coût-bénéfice exceptionnel. Il a 120 ans aujourd'hui. Si on monte vraiment à la jeunesse du régulateur PID, j'invente sur le chiffre, mais c'est pas nouveau. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. L'intérêt de ce truc-là, c'est quelque chose qui est très intuitif. Et donc, même quelqu'un qui a peu de connaissances en dynamique du système peut dire, c'est typiquement ça qu'on fait en industrie, ah merde, le coût de régulation est en train de devenir instable, je vais faire un peu plus de I, un peu moins de P, un peu plus de D. Ah, c'est un petit peu trop lent, mes opérateurs se plaignent, je suis hors spécification, j'ai mis trop de temps pour blablabla, je veux aller plus vite, un peu plus de P, un peu blablabla. De manière un peu intuitive. C'est le gros intérêt de ce truc-là. Et en plus, c'est naturellement assez robuste, ce qui veut dire que mon régulateur PID, le gain, je peux souvent faire x2 sans que ça change, sans que ça m'amène de risque de stabilité. Donc il est naturellement assez robuste. Donc simple, facile à mettre en œuvre, robuste, mais ce n'est pas le meilleur régulateur. Mais c'est pour ça que c'est quand même plus souvent, il est choisi comme le bon compromis et qu'il est utilisé dans 95% des cas en industrie. Pour les 5% autres, pour lesquels il y a vraiment une grosse valeur ajoutée financière à améliorer la qualité de la régulation, on va passer sur d'autres régules, et ça c'est plutôt le boulot des automaticiens pur et dur, mais ce ne sera pas le cas de tout ce qu'on fait ici. Ce qui justifie le fait de passer beaucoup de temps sur le PID dans plusieurs versions ici, parce que vous allez voir que le PID, il y a moyen de le traiter dans tous les sens et de faire plein de petites modifications. Et c'est le chapitre que vous verrez ici également, le chapitre 6, qui est un peu la continuation du 5, on essaie de pousser le PID encore un petit peu plus loin. Et le chapitre suivant est consacré de nouveau spécifiquement à une structure de réglage. Donc je l'ai dit juste avant, il y a 2 chapitres sur la partie PID, tellement c'est important. Le deuxième plus utilisé en industrie, c'est l'IMC, que vous avez déjà utilisé. Et donc, on va, encore une fois, passer du temps sur cette structure de réglage-là, spécifiquement, plus que sur d'autres, parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Et c'est la deuxième reconnue comme étant le plus intéressant dans le rapport coût-bénéfice dont je parlais. Ça reste assez intuitif, mais moins qu'un PID. Mais par contre, c'est valable sur une plus grande gamme de système, de dynamique de système, et c'est plus direct à paramétrer, on y reviendra à ce moment. Quelques références qui vous sont soumises ici. Toutes les références qui sont ici, c'est des choses qui sont vraiment dans l'esprit de ce qu'on va faire ici, donc pour lesquelles vous avez très peu de théorie, et pour lesquelles les choses sont très pratiques dans l'esprit de ce que j'ai ici essayé de vous montrer. Donc, même si vous avez à chaque fois dans ces références-ci peut-être de très légers rappels, comme je vais le faire ici sur la transport de la place, le fait qu'on est ici en LTI, etc. Le seul but est de mettre bien, comme j'ai commencé à le faire aussi, le contexte dans lequel on est, parce que c'est poser les hypothèses pour tout simplifier après. L'hypothèse de linéarité, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il ne la pose pas dès le début, tout est beaucoup plus compliqué derrière. Donc on discutera de non-linéarité, mais on va quand même faire ces hypothèses pour avancer dans 99% de ce qu'on fait ici. Et encore une fois, petite nuance, et les autos feront du non-linéaire, comme je l'ai dit, parce qu'encore une fois, ça fait partie des 5% en plus de régulation. Et on va pouvoir commencer en essayant de suivre un petit peu plus la structure que ce que j'ai fait, même si j'espère que c'était assez structuré comme longue introduction. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre là-dessus? Oui. Alors, si tu as écouté de manière critique ce que je viens de dire, il n'y a pas de réponse à ça parce que justement, ça dépendra du process. C'est pour ça qu'au chapitre 3, on va vraiment discuter du process. Est-ce que mon système est stable, instable? Il y a plein de nuances à faire en plus. Et en fonction de ça, on choisira le type de régulateur, enfin, la structure de régulation, la forme de régulateur et les paramètres du régulateur. Donc, il n'y a absolument pas de réponse pour dire quel est le meilleur régulateur. Et la question doit être mieux posée. On doit définir le système sur lequel on veut travailler et les objectifs de la régulation pour pouvoir dire ça, c'est le meilleur régulateur. Et c'est ce qu'on va faire ici pendant les petites 30 minutes. Ouais.
Donc, si je prends juste deux exemples pour discuter de structure de réglage, vous allez voir que ça va très, très vite revenir ici. La structure de réglage la plus classique que vous avez utilisée jusqu'ici, c'est ceci. Alors, je ne perds pas de temps parce que vous allez voir que c'est ce qui va arriver juste après. Pour lequel vous avez, donc ça c'est une structure de réglage, pour lequel ceci est quoi? Process. C'est mon process. Autrement dit, ceci est quoi? C'est l'input du process. C'est mon entrée. Alors, vous l'avez des fois appelé U de T, des fois MV, variable manipulée, pour lequel ceci est quoi? Quoi? La grandeur réglée, ou la sortie, ou la process value, la grandeur réglée, qui du coup revient ici dans ma contre-réaction. C'est un peu simpliste, je vais revenir plus en détail après, pour lequel ceci est quoi? C'est ma consigne, c'est mon set point, où vous utilisez des fois un petit R de T, pour lequel ceci est quoi? Mon écart de réglage. Si vous allez dans des vendeurs ou de la documentation allemande, vous trouvez d'autres notations, je vais y revenir, et pour lequel ceci est quoi? Mon régulateur ou mon contrôleur. Donc ça, c'est bien une structure de réglage. Et donc une autre structure de réglage que vous avez déjà vue, c'est dire que je vais y rajouter, quand c'est nécessaire, vous l'avez déjà fait, ben, par exemple, un feed-forward. Et le feed-forward, c'est dire que j'ai ici une perturbation, et cette perturbation, je vais la rentrer dans mon régulateur qui va me calculer une deuxième composante d'action, et donc mon MV sera la somme de deux actions, l'action en feedback plus l'action en feed-forward. Ça, c'est une structure de réglage. Donc, pour revenir à ta question, j'agence des éléments de manière intéressante pour obtenir un certain objectif. Si je n'ai pas d'objectif de réjection, de perturbation rapide, ma structure de réglage n'exige pas d'avoir un feed-forward. Donc il y a toujours un lien entre le process, bien le comprendre, comment est-ce qu'il bouge, quelle est sa dynamique, les objectifs de la régulation, est-ce que je dois surtout faire une suite consigne de la réjection de perturbation, je veux revenir en long en large, et en fonction de ça, on va choisir les éléments de la structure de réglage. Et donc ça, c'est le plus simple, on peut compliquer avec ça, et puis on peut encore partir sur d'autres régulations. Vous allez voir que quand on va parler de cascade, on aura des régulateurs ici en série, l'un derrière l'autre, avant d'aller vers le process. Quand on va parler en structure de réglage d'override, on aura des régulateurs en parallèle, ici, l'un l'autre, et vous avez encore plein de nuances qui sont des structures de réglage différentes. Et donc, pour répondre à ta question, c'est quoi la structure de réglage et placer des éléments? Ben, je place un régulateur ici, en définissant bien son entrée, sa sortie. Je mets un régulateur ici, en définissant son entrée, sa sortie. Ayant défini que son entrée, c'est l'erreur, ben, c'est bien qu'il est en feedback. Celui-ci, c'est pas l'erreur, c'est donc bien un feed-forward. Et vous avez d'autres types de régulateurs que vous pouvez mettre ici. Juste. Donc vous avez d'autres feed-forward qui peuvent arriver ici. Un feed-forward qui permettrait non pas d'améliorer la réjection de perturbation, mais d'améliorer la dynamique en suivi de consigne, ben, c'est un feed-forward qui va rajouter de nouveau une action ici, mais qui aurait quoi comme entrée? La consigne. C'est pas si simple que ça, il faut faire attention à un truc ici, mais c'est un détail. Mais donc là, je suis en train de faire une structure de réglage de plus en plus complexe, si c'est nécessaire. Si j'ai besoin d'une bonne réjection de perturbation, je vais rajouter ça. Si celui-ci n'arrive pas à être assez rapide et que mon cahier des charges dit que je dois avoir un suivi de consigne assez rapide, je vais rajouter ça. Si j'ai besoin de voies de protection pour que mon régulateur pilote plusieurs variables, je vais rajouter d'autres régulateurs en série, en parallèle, comme je le disais. Donc ça va à chaque fois être bien comprendre ce que je dois obtenir comme performance avec ma régulation pour faire un bon choix de structure de réglage. Dans chacun des éléments de ma structure de réglage, je vais choisir la forme de mon régulateur. Est-ce que je vais prendre un P, PI, PID? Est-ce que je vais mettre un gain, un lead lag, un filtre, quoi que ce soit? Donc ça, c'est les formes dynamiques de ce que je vais mettre là-dedans, et puis je devrais les paramétrer. Oui. Et tant que j'y suis, qu'est-ce qui ferait que lui n'arrive pas à être assez rapide en suivi de consigne et que du coup j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où je peux dire ah, je dois complexifier ma structure de réglage en rajoutant un feed-forward en suivi de consigne parce que j'ai des spécifications dynamiques en suivi de consigne très exigeantes et que lui n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce qui fait que lui peut ne pas réussir à être assez rapide et que du coup j'ai besoin de celui-là? C'est un truc fondamental dans tout ce qu'on va faire.
et je vais citer ce mot au moins 20 fois par cours, Le gain critique. là peut-être déjà trop pratique, il y a un problème bien plus théorique qui va nous sauter à la figure avant. Le gain critique. Oui, autrement dit de manière plus complète. Être dans l'instabilité si on augmente trop le. Qu'est-ce que vous avez toujours lorsque vous êtes en boucle fermée? C'est vraiment fondamental. C'est le gros défaut de la boucle fermée. Pour le feedback, pour la boucle fermée, qu'est-ce que vous avez comme gros défaut? Vous avez un compromis entre... Le gain critique. La C'est stabilité. trop compliqué, tu utilises des mots que je ne comprends pas. Vous avez un compromis entre la rapidité et autre chose qui est dans la contrebalance. Si j'essaye d'être trop rapide, qu'est-ce que j'ai? La stabilité. Une instabilité. Donc c'est pour ça que typiquement, je reviens à ta question, si mon cahier de charge exige que je sois très rapide, ma structure de réglage en feedback seul peut ne pas être capable de répondre assez rapidement à mes spécifications en suite consigne. Et donc je peux dire, ben, lui, je dois rajouter un feed-forward pour aller plus vite en suite consigne. Parce que lui seul n'y arrive pas. Parce que si j'essaye d'accélérer la réponse en suite consigne en accélérant ce régulateur, je vais vers l'instabilité. Okay. Donc chacun des éléments de la structure de réglage a ses avantages et inconvénients. C'est de ça qu'on va discuter pour, connaissant mon process et ma structure de réglage, choisir les éléments de la structure de réglage nécessaires pour ne pas complexifier inutilement la structure de réglage et puis choisir les formes de chacun des régulateurs et les paramètres de chacun des régulateurs. Pour ceux qui ont fait le laboratoire de régulation de 3e avec moi, ce que je viens de dire ici, c'est l'introduction que je fais avec vous pendant 30 minutes en disant quoi, qui, quoi, pourquoi, où, comment. Qui a fait le laboratoire de régulation avec moi l'année passée? C'était chouette, hein? Magnifique. Si on a des questions avant de démarrer. Magnifique. Donc, vous voyez qu'on revient directement là-dessus parce que c'est ce qu'on applique dans beaucoup de cas. Et on revient là-dessus pour nuancer encore une fois la vue globale du projet d'automatisation et ce que nous, on va en faire. Donc ça, c'est la structure de réglage la plus classique. Ce n'est pas la seule, mais c'est la plus utilisée, donc on commence par elle. Et on veut ici discuter les dénotations, mais vous venez vous-même de tout me citer, donc il n'y a aucun problème. Vous savez que la consigne, on va souvent l'appeler set point. Vous savez que la sortie du régulateur ou l'entrée du système, on va l'appeler variable manipulée MV. Et vous savez que la sortie du système, ou la variable A régulée, on va l'appeler PV. Bien les autres notations qu'on a là. Alors faites attention, d'un système à l'autre, d'un pays à l'autre des fois, ou d'un constructeur à l'autre, vous pouvez avoir des noms qui changent. Vous y retrouvez très facilement si vous comprenez ce qui se passe. Typiquement, les Allemands utilisent encore des vieilles notations, mais vous en sortirez très bien avec un petit schéma ou avec 3 mots. En gros, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous connaissez une synopsis préfermée, sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici elle est un petit peu plus complète. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici que moi je n'avais pas mis dans ma vue un peu trop simpliste? Le capteur. Le capteur et l'actionneur. Ce sont ceux dont on a parlé ici. Notre régulateur, il est ici dans mon système. Mon actionneur, il va être piloté par mon régulateur. J'ai mon process, et la sortie de mon process, elle est mesurée ici, et elle va revenir dans ma structure de réglage par ici. Autrement dit, une autre manière de poser ça, c'est de vous poser la question, comment est-ce que cette ligne-ci, va être redessinée dans ce contexte-ci? Comment est-ce que je dois ici faire la différence entre mon système d'automatisation, ce qui est programmé dans mon automate, et le monde réel? Comment est-ce que je dois dessiner la limite ici entre les deux? Vous le mettez sur le MV. Vous tracez une. Donc, c'est la limite entre le process physique, c'est la limite verticale horizontale que j'ai fait tout à l'heure en disant ça c'est mon process physique, c'est le monde réel, et au-dessus c'est mon système d'automatisation. Comme ça. Genre là, ça serait le contrôle Oui, autrement dit, ici, tu coupes les deux. Donc là, tu passes de ton système d'automatisation, c'est un gros mot de ton automate, à ça. Donc ça, c'est quoi alors? Donc ça, c'est l'organe de réglage. C'est bien ce qu'on fait ici. Vous voyez qu'on montre que l'organe de réglage qui fait effectivement le lien entre le système d'automatisation et l'actuation physique sur le process, c'est bien lui, l'actionneur qui est entre les deux.
Et puis de l'autre côté, alors là, ce que tu fais est un petit peu discutable, mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, tu mets ta consigne dans le monde réel. La consigne, elle était dans le monde réel quand l'opérateur devait indexer quelque chose sur un pupitre, si on veut. Aujourd'hui, en général, la consigne, elle est directement dans le système numérique parce que l'opérateur va directement aller sur son écran et dire ben, je veux passer de 20 à 30% de consigne. Autrement dit, on peut dire que la limite horizontale que je dessine ici, ben, c'est ma limite verticale, avec ici le lien vers l'actionneur et ici le lien du process vers le système d'automatisation. Ben, c'est mon capteur qui ramène l'information vers mon système d'automatisation. Donc vous avez ici une vue un peu plus complète, avec des notations un peu plus complètes, si vous avez besoin de faire la différence entre l'entrée et la sortie de l'actionneur. Mais non, nous, ce qu'on va supposer, c'est que l'actionneur, il fait simplement ce qu'on veut, et donc, nous, on va simplifier de la version suivante. Donc, si vous regardez le slide maintenant, et que vous le regardez maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement supposé que l'organe de réglage fait partie du process, et que le capteur fait partie du process. En fait, c'est déjà ce qu'on a fait ici. Hein. Ici, on dit que l'organe de réglage, il est bien dans le monde réel, et l'interface avec mon système d'automatisation, autrement dit ceci, je le dessine ici. Autrement dit, mon capteur, il est clairement de ce côté-ci. Ce qu'on dessine souvent, c'est qu'on dessine ici en fait le process et qu'on dit, oui, ça va, j'ai le process, mais j'ai également ici directement ma mesure, donc mon capteur, et j'ai ici mon actionneur, donc mon actuateur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oui, mais vu par ma régulation, et c'est toujours les yeux qu'on va avoir, nous, moi, je suis intéressé par ce que fait le régulateur, donc je vais regarder la même chose que le régulateur, mon contrôleur. Vous êtes d'accord que je fais rien avec ça? Et donc, vu par le régulateur, le système à contrôler, c'est ça. Autrement dit, l'actionneur fait partie du process, le capteur fait partie du process. D'accord? Donc ça, c'est la vue effectivement plus pragmatique si on veut bien montrer qui fait quoi là-dedans. Maintenant, on va rentrer avec la philosophie du régulateur, on va voir les choses comme le régulateur. Que voit le régulateur? Le régulateur, il n'en sait rien, qu'il y a derrière lui le capteur, le process et l'actionneur. Le régulateur, il envoie un signal vers l'actionneur, il reçoit le signal de retour du capteur. Autrement dit, pour la régulation, l'actionneur, le process en lui-même et le capteur ne font qu'une seule chose. Et donc, quand on appelle le process en général et qu'on ne fait pas de distinction, eh bien, on a l'actionneur et le capteur dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que, typiquement, votre capteur ici, il a un temps de réponse. Si vous avez ici un débit qui varie, physiquement, eh bien, mon capteur de débit, elle ne va pas répondre instantanément. Vous avez une dynamique, vous avez étudié ça dans la partie instrumentation. Le capteur a sa dynamique, et donc la dynamique du capteur, elle va être intégrée à la dynamique du process. Et même chose pour l'actionneur. L'actionneur, quand vous lui demandez de démarrer, vous demandez au moteur d'accélérer, le moteur a besoin d'un certain temps pour accélérer, eh bien, cette dynamique de l'actionneur, on va toujours dire qu'elle fait partie du process. Donc le process, quand on ne spécifie rien de plus clair, ça sera à chaque fois l'actionneur, le process en tant que tel et le capteur. La philosophie, c'est tout simplement, je me mets à la place du régulateur. Le régulateur, il envoie un signal vers l'actionneur, il reçoit ce qui se passe du capteur, et entre les deux, il ne sait pas faire la distinction de ce que fait actionneur, capteur, actionneur, process, capteur, et on s'en fout. Quand on se met à la place du régulateur, on voit tout ça comme étant un élément dynamique, et donc le process en tant que tel, ça va toujours être dans la suite ici, l'actionneur et le capteur intégrés au process physique. D'accord? Alors, petite nuance ici, parce que ça va nous servir après. Vous voyez ici qu'on va utiliser deux types de perturbations. DL, qu'on va appeler perturbation de charge, et DV, qu'on va appeler perturbation tout court. Il y en a une qui typiquement va arriver derrière, c'est bien ce que vous avez ici. DV, elle arrive derrière le process. DL, la perturbation de charge, elle arrive dessus. Souvent, vous allez voir qu'on va même, de manière assez logique, pouvoir se permettre de simplifier les choses et dire qu'elle arrive devant. Ces deux perturbations, elles sont tout à fait différentes. Dans leur nature, à votre avis, quels sont les deux types de nature différentes d'une perturbation de charge qu'on va typiquement mettre devant le process
et d'une perturbation qu'on va mettre à l'arrière du process, en termes de forme de perturbation. La température, un TL par exemple. Non? Je ne vous demande pas un exemple concret? Les deux, c'est des perturbations qui sont dans le DLC, qui viennent s'ajouter. Oui, c'est vrai, mais commençons par la dernière, celle qui se rajoute derrière. Quel est le problème, la perturbation qui peut se rajouter tout derrière mon système et qui n'affecte pas vraiment réellement à l'intérieur, mais derrière. Exactement, c'est le capteur. Et donc, typiquement, ce qu'on va modéliser comme perturbation en sortie du système, c'est le bruit de mesure. Autrement dit, un système haute fréquence. Alors qu'à l'inverse, la perturbation que l'on va mettre souvent devant le système, c'est ce qu'on va appeler une perturbation de charge, qui elle va être plutôt basse fréquence. Ça va être, je veux réguler une température qui est le mélange d'une eau chaude qui arrive, et moi je vais injecter plus ou moins d'eau froide, et brusquement, le débit d'eau chaude augmente. Donc j'ai une perturbation qui arrive, ça va faire modifier ma température, mon régulateur va devoir réagir à ça. Ça, c'est une perturbation, typiquement, qu'on va simplifier comme étant une perturbation sous forme d'échelon, parce que ça modélise très bien le type de perturbation qu'on essaie de combattre. Perturbation, donc plutôt basse fréquence, alors que les perturbations qu'on va mettre derrière le système, c'est plutôt du bruit, et donc là, on est plutôt sur du bruit haute fréquence. Pour le faire de manière plus intéressante, plus facile théoriquement, en fait, toutes les fréquences, et donc on parle de bruit blanc quand on aura besoin de parler de ça. Donc, voilà ici l'hypothèse qu'on va souvent faire, c'est celle que je viens de dire. Le système est simplifié tout comme avant avec le capteur et l'actionneur dans le système, et on va mettre une perturbation de charge, load, DL en amont du système, perturbation pour dériver à l'arrêt du système. Et plus tard, elle deviendra même noise, parce qu'on va être encore plus explicite sur le fait que c'est un bruit qui se met sur la sortie du système. Donc ça, c'est en long et en large des choses que vous connaissez, c'est vraiment bien pour reposer le cas. Quasiment le même slide, qui est la seule chose qui a changé entre ça et ça. Je pose la question, parce que moi j'ai eu du mal à trouver. Voilà, c'était le jeu de la journée. C'est chouette, hein? Donc ici, pour bien vous montrer encore une fois où interviendra le PID là-dedans. On revient avec le PID parce que c'est vraiment un peu le truc auquel on pense quand on parle de régulation. Le PID là-dedans, c'est quoi? C'est une forme de régulateur, de contrôleur qui s'applique lorsqu'on est en structure de réglage feedback. Donc, c'est par exemple ce que vous aurez là. Ce n'est pas la seule possibilité pour utiliser un régulateur en feedback. Il y en a plein d'autres. Mais comme je le disais, c'est celle qui a un très bon rapport qualité-prix, qui est robuste, etc. etc., etc. Je l'ai dit dans mon introduction, mais c'est fondamental d'être très clair là-dessus. Quels sont les objectifs de la régulation? On a déjà parlé un peu en papotant, et quand je viens de parler ici des types de perturbations, il y a principalement deux objectifs que l'on va attendre d'une structure de réglage, régulation un peu en général. Vous avez déjà discuté de ça, c'est être bon lorsque la consigne varie, faire un bon suivi de consigne, un bon tracking, un bon cerveau, c'est tout des synonymes. Donc, suivre la consigne le plus rapidement possible, sans décalage, sans dépassement, ça c'est un objectif. Et l'autre objectif est la réjection de perturbation. Là, on ne s'intéresse pas au suivi de consigne. Donc, souvent, on va diviser les deux choses en disant, bah alors, ma consigne est constante, et je fais l'hypothèse que j'ai une perturbation, comme je l'ai dit souvent sur l'entrée du système, et je regarde que je veux que mon système de régulation revienne le plus vite possible vers ma consigne. Donc, dans tous les cahiers des charges que vous allez avoir pour votre régulation, ce sera à chaque fois ça qui sera dedans. Ça sera, je veux atteindre telle performance dynamique en suivi de consigne, telle performance dynamique en réjection de perturbation. Performance dynamique, ça veut dire quoi, encore une fois? Temps de réponse, dépassement, etc. Et à ce cahier des charges de performance dynamique, on va toujours rajouter des contraintes évidentes, qui est d'être stable et assez stable. Assez stable, ça fait quoi? Ça fait référence à quoi vous connaissez déjà? Marge de Ça phase. directement lié, mais c'est trop compliqué, je ne sais même pas ce que c'est. Les marges de gain et marges de phase. Quand vous dites des marges, ça veut dire non seulement je vais être stable, mais je vais être assez stable. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer demain
dont je n'ai pas tenu compte aujourd'hui, et pour lequel je veux garder une marge de sécurité, une marge de stabilité, L'usure du matériel. l'usure du matériel, un point de fonctionnement différent, et mon hypothèse de linéarité, j'ai dit qu'elle était fausse, je change de point de fonctionnement, mon système se comporte un peu différemment. Donc voilà deux exemples, usure du matériel, changement de point de fonctionnement, qui peuvent faire que mon système ne se comporte pas de la même manière. Concrètement, il n'y a pas le même gain, il n'y a pas le même temps mort, il n'y a pas la même constante de temps. Du coup, si mon système change, et que mon régulateur, lui, n'a pas changé, qu'est-ce qui risque de changer? Le comportement en boucle fermée, donc la stabilité, et donc je veux me prémunir contre un risque d'instabilité. Autrement dit, je vais prendre une certaine sécurité. Ça, ce sont les notions de marge de gain et de marge de phase que vous connaissez. On va un peu les extrapoler. Vous les avez déjà un petit peu, vous l'avez déjà un peu fait. Vous avez parlé du pic de sensibilité et des marges de robustesse. Ça dépend un peu d'une année à l'autre. Un petit peu cher, le temps de le faire, il ne faut pas. J'ai des oui et des non, on va dire. Mais je rappellerai quand même rapidement ce que c'est. Donc, ça, c'est votre objectif. Donc, j'ai digressé, je ne sais plus ce que je disais. Nos deux objectifs. Suite consigne, réjection de perturbation, c'est notre cahier des charges. À ce cahier des charges s'associent évidemment des contraintes qui sont je veux être stable et assez stable. Et assez stable, il faut le chiffrer. Quelle est la marge de stabilité que je veux garder? Soit marge de gain, marge de phase, soit la sensibilité qui résume un peu les deux. Et donc typiquement, c'est le contexte dans lequel on est. Donc ça va être notre cahier des charges. Et ce qui est important également, c'est qu'il y a un compromis entre les deux. Si, c'est important, si vous avez une structure de réglage simple, ce qui est le simple feedback, vous avez un compromis entre les deux. Si vous êtes bon en réjection de perturbation, vous allez être moins bon en suite consigne et inversement. Si vous gardez une structure de réglage trop simple. Donc dans ces cas-là, vous avez un compromis à gérer entre les deux. Qu'est-ce que vous pourriez faire si on vous demande d'être et bon en suite consigne et bon en réjection de perturbation? Et que vous voulez dire, j'ai un compromis, il faut que je passe au-dessus. C'est ça. C'est accepter de complexifier votre structure de réglage, parce que si vous êtes avec une structure de réglage trop simple, que le feedback dont on parle ici, alors vous ne savez pas être bon dans les deux. Si vous voulez être bon dans les deux, et que vous devez gérer ce compromis, mais finalement être meilleur dans les deux, pour un peu passer à côté de ce compromis plutôt, vous devez accepter d'avoir une structure de réglage différente. Okay. Encore une fois, parce que le compromis, une autre manière de le dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous voulez être plus rapide ici, vous allez être moins stable. Et donc, si vous êtes plus rapide pour essayer d'être meilleur en réjection de perturbation, être moins stable, ça veut dire commencer à avoir des problèmes d'amortissement parce que vous n'avez plus assez de marge de stabilité. Et donc, vous améliorez les choses pour la réjection de perturbation en dégradant les choses pour le suite consigne. Ça, c'est si vous avez une structure de réglage trop simple. Et donc, si vous devez être bon dans les deux, il faut avoir une structure de réglage plus complexe. Et des fois, on a ça ici qui vient en plus, on verra. Ok, voilà, on lit, on est large. Il y a d'autres, une grosse introduction sur ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voyez un peu vers quoi on va? Est-ce que vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau finalement? Ok. À tout de suite.